Et si une nation d'Afrique de l'Ouest venait tout juste de bouleverser, à elle seule, les équilibres du monde? Imaginez ceci. Le Burkina Faso, un pays souvent relégué au second plan sur la scène internationale, vient de prendre une décision qui secoue les fondements même des échanges mondiaux. Par un décret sans précédent, ce pays impose désormais un tarif pouvant aller de 30 à 50% sur toute importation issue d'Occident. En quelques lignes, c'est la logique d'un demi-siècle d'échanges inégaux qui vacille. Fini le temps où les ressources africaines partaient à vil prix, tandis que les produits finis revenaient alourdis de marges exorbitantes. Ce geste du Burkina Faso n'est pas anodin. Il marque la fin d'une acceptation silencieuse des déséquilibres commerciaux imposés. Une petite nation ose dire non, ose fixer ses règles, et surtout, ose défier frontalement l'ordre mondial établi. La réaction ne s'est pas fait attendre. En moins de 48 heures, les bourses africaines et européennes ont vacillé, les devises ont tremblé, et les gouvernements se sont réunis en urgence. Certains dénoncent un retour au protectionnisme, d'autres saluent l'audace d'une quête de justice commerciale. Mais une chose est sûre, personne n'avait anticipé un tel renversement du rapport de force. Ce moment est historique. Saisir ce qui se joue ici, c'est comprendre la possibilité pour l'Afrique de reprendre sa souveraineté, quitte à affronter inflation, isolement ou instabilité. Ignorer cette transformation, c'est tourner le dos à un basculement qui pourrait redéfinir durablement le commerce, la dignité et le futur du continent. Mais comment ce point de rupture a-t-il été atteint? Pour mesurer la portée de ce geste, il faut revenir sur le contexte et l'accumulation des frustrations, des espoirs et des colères. C'est ce que nous allons explorer à présent. Avant de comprendre les conséquences, il faut revenir en arrière et dénouer les fils de l'histoire. Comment le Burkina Faso en est-il arrivé à rompre avec des décennies de règles imposées? Pendant des décennies, l'Afrique a vu ses richesses partir et sa dépendance revenir. Ce n'est pas seulement un constat amer, c'est la vérité nue d'un continent dont les matières premières s'envolent, pendant que l'avenir reste prisonnier. Pour illustrer, prenons l'exemple du cacao ivoirien. Chaque année, des millions de tonnes de fèves quittent les ports d'Abidjan pour être transformées en Europe, où le chocolat est vendu à des prix parfois multipliés par 10. Les producteurs ivoiriens, quant à eux, vivent bien souvent sous le seuil de pauvreté, tandis que leurs produits font la fortune de multinationales étrangères. Depuis l'époque coloniale, puis à travers les fausses indépendances, l'Occident a toujours dicté ses lois. L'or, le cacao, le coton, les bois précieux, tous étaient exportés à bas prix, puis lourdement taxés à l'importation. À chaque étape, les profits échappaient aux mains africaines, happés par des contrats piégés et des marchés faussés. Un autre exemple frappant est celui du coton burkinabé, dont les filatures locales ont vu leurs activités s'effondrer sous la concurrence des produits subventionnés venus d'Europe, rendant le pays dépendant des importations de textiles. Trop souvent, les accords signés par l'Afrique étaient inéquitables, imposés par la force ou la ruse. Les prix mondiaux étaient manipulés, les intérêts étrangers protégés et les exportations africaines systématiquement sous-évaluées. L'or brut, vendu à vil prix, revenait transformé en bijoux ou en électronique, avec des marges multipliées par 20. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le prix d'un gramme d'or acheté au Burkina Faso à celui d'un bijou vendu à Paris ou à Londres. L'écart est tout simplement vertigineux. Ce cercle vicieux semblait inaltérable. Les infrastructures industrialisées tardaient à voir le jour. L'emploi local restait fragile, dépendant du bon vouloir d'acheteurs lointains. La souveraineté ne pesait pas bien lourd face à la réalité des échanges internationaux. On se souvient de la fermeture de plusieurs usines textiles à Bobo-Dioulasso dans les années 90, conséquence directe de l'ouverture des marchés sans protection suffisante pour l'industrie locale. Ce système paraissait inévitable. Mais l'histoire n'est jamais figée. Cette semaine, un événement discret mais capital a prouvé que la fatalité pouvait être défiée. Pour rappel, dans les années 50, le Ghana d'indépendance avait tenté de s'opposer à la domination des compagnies étrangères sur le cacao, mais s'était heurté à des représailles économiques et diplomatiques. Aujourd'hui, le Burkina Faso choisit la même audace,
mais dans un contexte mondial où les voix africaines commencent à se faire entendre plus clairement. Car saisir la portée du geste burkinabé, c'est refuser d'oublier la longue nuit d'exploitation. Ignorer ces décennies de spoliation, c'est risquer de minimiser la rupture, ou de juger trop vite les conséquences d'un choix qui couvait depuis des générations. Ce geste s'inscrit dans la lignée des grandes ruptures historiques, comme la décision de l'Inde de nationaliser ses industries stratégiques après l'indépendance, ou celle du Brésil de promouvoir le Made in Brazil dans les années 70. Aujourd'hui, la roue tourne. Un pays d'Afrique de l'Ouest, longtemps invisible dans la chaîne mondiale, a décidé d'inverser les rapports de force. Le Burkina Faso n'invoque plus seulement sa dignité. Il la met en acte au risque de l'isolement, de l'incertitude ou de la colère des puissants. Ce choix rappelle la détermination de la Corée du Sud dans les années 60, qui, avec peu de ressources naturelles, a misé sur le développement industriel local contre l'avis de nombreux conseillers étrangers. Pour la première fois depuis des décennies, un simple geste remet en cause tout l'équilibre du commerce mondial. Mais que s'est-il passé à Ouagadougou? Pourquoi ce choix fait-il trembler toutes les certitudes? Pour bien comprendre, imaginez une réunion de crise au sommet de l'État, où chaque conseiller pèse les risques d'une telle décision, conscient que le moindre faux pas peut coûter des années de développement. Pour comprendre l'ampleur du bouleversement, il faut revenir sur la décision qui a tout déclenché. C'est à Ouagadougou que l'histoire a basculé, lorsque le Burkina Faso a imposé des tarifs inédits sur les importations occidentales. En l'espace de 48 heures, tout a basculé. Mais à quel prix? Et pour qui? Sur le bureau du président Ibrahim Traoré, un décret vient d'être signé. Désormais, chaque importation de technologies occidentales, ordinateurs, téléphones intelligents, véhicules électriques, sera frappée d'une taxe comprise entre 30 et 50%. Ce geste spectaculaire n'est pas un caprice. Il est le fruit d'années de frustration, de promesses trahies, d'une colère patiemment ruminée. Les négociations avec les partenaires occidentaux avaient souvent abouti à des concessions, rarement à des victoires pour le Burkina Faso. Cette fois, la décision est unilatérale, assumée et annoncée sur toutes les chaînes nationales. Les conséquences sont immédiates. Moins de 2 jours plus tard, les marchés sud-africains chancellent, les routes commerciales sont remises en question. Les prix des biens importés flambent. Déjà, des familles burkinabées peinent à joindre les deux bouts face à cette inflation subite. Des témoignages affluent. Fatoumata, mère de 3 enfants à Ouagadougou, voit le prix de son téléphone augmenter de moitié, tandis que Moussa, réparateur d'ordinateurs, se réjouit de l'augmentation de clients pour des réparations locales. Le débat fait rage. Pour certains, la justice reprend ses droits. La domination occidentale ne peut plus s'exercer impunément. Pour d'autres, c'est un saut dans l'inconnu, une prise de risque qui pourrait isoler le pays et précipiter la vie courante dans la difficulté. Ces discussions rappellent les débats qui agitèrent la Tanzanie lors de l'expérience socialiste d'Ujamaa, où la volonté d'indépendance économique se heurta à la dure réalité des besoins quotidiens. Mais sur le terrain, une autre dynamique se met en place. Dans les villes comme dans les villages, la fierté locale s'enracine. Entrepreneurs, artisans, jeunes diplômés flairent l'opportunité. Transformer sur place ceux qui, hier encore, partaient à bas prix à l'étranger. Les petits ateliers de réparation, start-up de recyclage électronique, micro-entreprises agricoles affichent complet. L'emploi local connaît un nouvel essor. Un exemple concret. À Koudougou, une petite entreprise de transformation d'anacarde double ses effectifs pour répondre à la demande nationale, réduisant la dépendance aux importations de snacks occidentaux. À l'international, la riposte ne tarde pas. Washington évoque un geste regrettable, mais compréhensible. L'Europe s'inquiète d'un dangereux précédent. Fonds monétaires et industriels crient à la catastrophe commerciale, tandis que la presse occidentale s'indigne du repli burkinabé. Certains éditorialistes rappellent les conséquences des guerres commerciales du passé, comme celle qui a opposé les États-Unis et la Chine au début du XXIe siècle, provoquant une hausse des prix et des tensions diplomatiques. Malgré tout, au sommet de l'État, la détermination l'emporte. Traoré insiste. Il ne s'agit pas de fermer le pays,
mais de rendre justice au travail et aux ressources locales. Les mots d'ordre sonnent: dignité, souveraineté. Les sacrifices à court terme sont assumés. Le gouvernement lance une vaste campagne de communication pour expliquer la démarche, invitant la population à privilégier les produits locaux et à soutenir la transition. Le risque est considérable: rupture avec les alliés de toujours, flambée des prix, avenir incertain. Mais pour beaucoup, c'est peut-être la chance tant attendue de bâtir une économie respectée, résiliente, où l'Afrique affirme sa valeur, et n'est plus seulement la réserve du monde. Cette situation rappelle la stratégie adoptée par la Malaisie dans les années 80, qui a misé sur la transformation locale de l'huile de palme pour sortir de la dépendance. Derrière la tension, un basculement historique se profile-t-il déjà pour toute la région? Mais si la tempête fait rage au dehors, c'est dans l'intimité du pouvoir que la prochaine décision se prépare. Un choix qui pourrait sceller le destin d'une génération. Les ministres débattent des prochaines étapes. Faut-il étendre les taxes à d'autres secteurs? Comment soutenir les plus vulnérables face à la hausse des prix? Des groupes de travail sont mis en place pour étudier les scénarios possibles. L'effet domino a-t-il réellement débuté? Sur tout le continent africain, une même question anime les conversations. Qui marchera à présent dans les pas du Burkina Faso? En un instant, la décision d'Ouagadougou dépasse ses frontières et le globe semble retenir son souffle. Il faut se rappeler qu'un geste similaire, en Amérique latine, avait poussé plusieurs pays à réviser en chaîne leurs accords avec les États-Unis dans les années 80. À Bamako et à Niamey, l'admiration n'est plus dissimulée. Le Mali et le Niger déclarent vouloir réexaminer à leur tour les accords commerciaux historiques, prêts à appliquer des mesures semblables sur les importations venues d'Occident. Même le Ghana, longtemps présenté comme l'exemple du FMI, commence à évoquer une révision profonde de ses priorités nationales. À l'Est, la Tanzanie observe avec une curiosité croissante le pari burkinabé. Ce qui n'était qu'un geste isolé prend soudain l'allure d'un modèle régional. Des discussions régionales s'ouvrent pour créer un front commun face aux partenaires occidentaux, à l'image du Mercosur en Amérique du Sud. Face à la fermeture partielle des marchés occidentaux, une nouvelle génération de partenariats prend forme. L'Inde, la Chine et la Russie s'empressent d'approfondir leurs liens économiques et diplomatiques avec l'Afrique. Les contrats se négocient désormais en roupies, en yuan, en roubles, parfois même en or. Les nations africaines ne se contentent plus d'exporter des ressources brutes. Elles diversifient leurs alliances et commencent à imposer leurs propres conditions. Un exemple marquant: le récent accord entre le Burkina Faso et la Chine pour la construction d'une usine d'assemblage de smartphones, financée en partie par des capitaux chinois, mais avec transfert de compétences locales garanties. Mais la plus grande révolution ne se mesure pas qu'en chiffres ou en traités. Elle se lit dans les regards des jeunes. Pour la première fois depuis plusieurs générations, certains voient leur avenir se dessiner sur leur propre sol, sans rêve d'exil vers l'Europe ou l'Amérique. De petites usines ouvrent, des incubateurs d'entreprises fleurissent, et l'idée de « transformer ici, travailler localement » gagne du terrain. Certains osent croire que le continent pourra enfin retenir ses cerveaux et ses bras. Le cas de la start-up burkinabé Fasotech, spécialisée dans la réparation et le recyclage d'appareils électroniques, illustre cette nouvelle dynamique. En moins d'un an, elle est passée de 10 à 50 employés. Sur la scène internationale, le Burkina Faso incarne une mutation radicale. Autrefois perçu comme simple fournisseur de matières premières, il devient aujourd'hui le pionnier d'une dignité africaine retrouvée. Il inspire, il dérange, et la presse occidentale oscille entre critique, fascination et inquiétude. Certains analystes y voient le prélude à une vague de démondialisation. D'autres y lisent la naissance d'un nouveau panafricanisme économique. Bien sûr, tout n'est pas rose. L'inflation pèse sur le panier de la ménagère, le coût de certains produits importés explose et des voix s'élèvent pour dénoncer la précarité de la transition. Les entreprises doivent repenser leur chaîne d'approvisionnement. Pourtant, dans les rues, un souffle neuf d'optimisme traverse la population. Les débats sont vifs, mais le sentiment d'avoir repris la main l'emporte souvent sur les peurs. Les réseaux sociaux s'enflamment, les émissions de radio donnent la parole à des citoyens ordinaires qui, pour la première fois,
se sentent écoutés et valorisés. Ce pari audacieux a un coût considérable à court terme. Pouvoir d'achat fragilisé, incertitudes économiques, tensions diplomatiques. Mais pour beaucoup, c'est le prix de la dignité retrouvée, et peut-être la clé pour redéfinir, à long terme, le destin économique d'une Afrique qui ose enfin écrire ses propres règles. L'histoire retiendra peut-être ce moment comme celui où le continent a tourné la page de la soumission économique. Mais le vent de changement soulève aussi des résistances, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour savoir si cette audace deviendra un véritable tournant historique. Certains opposants politiques dénoncent des mesures précipitées, tandis que des syndicats s'inquiètent des conséquences sur l'emploi dans les secteurs encore dépendants des importations. Au-delà des analyses et des statistiques, cette expérience interroge. Que révèle-t-elle vraiment sur le pouvoir de choisir sa propre trajectoire? La souveraineté ne se résume pas à un mot répété dans les discours. C'est un engagement quotidien, concret, parfois abrupt, qui demande de tourner le dos à la facilité pour tenter l'autonomie. Pour le Burkina Faso, cela a signifié des décisions audacieuses, transformer ses matières premières sur place, miser sur ses propres talents, et investir dans une éducation qui prépare à l'indépendance. Le gouvernement lance par exemple un programme de bourse pour former des ingénieurs spécialisés dans l'agro-industrie et la technologie. Réduire la dépendance ne se fait ni en une semaine, ni sans douleur. Il faut accepter des prix plus élevés, le regard sévère d'acteurs internationaux et l'inconfort du changement. Mais chaque avancée vers l'autonomie apporte aussi une dignité nouvelle, celle de choisir sa route et de ne plus subir les diktats venus d'ailleurs. L'unité populaire devient alors une arme puissante. Quand une population se mobilise, s'exprime et soutient un projet commun, la peur recule. La confiance collective, elle, consolide la résistance face aux pressions extérieures ou aux doutes internes. C'est ce qu'a démontré la Corée du Sud pendant la crise financière asiatique de 1997, lorsque la population a massivement soutenu les réformes nécessaires. On pense souvent que le respect international s'arrache à coups de négociations ou de concessions. Pourtant, l'actualité du Burkina Faso montre que la discipline et le courage politique obligent parfois même les plus sceptiques à écouter. Ce modèle n'est ni parfait ni sans faille, mais il rappelle une vérité. La dignité, même partielle, pèse souvent plus lourd que le confort d'une dépendance prolongée. Cela ne signifie pas s'isoler, mais bien choisir ses partenaires, imposer ses conditions et refuser de se précipiter pour plaire aux autres. Les exemples du Vietnam et de l'Indonésie, qui ont réussi à négocier des accords commerciaux plus équilibrés avec les grandes puissances, montrent qu'une voie médiane est possible. Le véritable danger ne réside pas dans l'expérimentation ou l'échec temporaire. C'est la peur du sacrifice qui menace le plus, ce réflexe de revenir en arrière, d'abandonner le progrès par crainte de la difficulté. Or, chaque pas en avant, aussi petit soit-il, construit un socle plus ferme pour celles et ceux qui suivront. Prenons le cas de l'Éthiopie, qui, malgré des débuts difficiles, a su imposer des conditions aux compagnies aériennes étrangères pour protéger son secteur aérien national. Reste une question. Comment chacun, devant cette histoire, peut-il s'en inspirer? Comment transmettre que la souveraineté et la confiance collective ne sont pas de grands événements isolés, mais des choix répétés, jour après jour? Mais qu'en est-il du coût humain derrière ces choix? Derrière chaque statistique, il y a des visages, des espoirs et des sacrifices silencieux. Pour chaque entrepreneur qui réussit, combien de familles doivent revoir leur budget? Combien de jeunes doivent patienter avant de voir les promesses se réaliser? Dans les marchés de Ouagadougou, des commerçantes comme Aïssata jonglent avec la hausse des prix, tout en espérant que les efforts collectifs finiront par porter leurs fruits. Un pays a-t-il le pouvoir de bouleverser le monde? Oui, s'il trouve la force de se relever et de s'imposer. L'histoire regorge d'exemples où une nation a su changer le cours des choses. La révolution industrielle de l'Angleterre partie d'une île modeste, ou la percée du Japon après la restauration Meiji qui a transformé un pays féodal en puissance économique mondiale. Le Burkina Faso vient de prouver que la résignation n'est jamais une fatalité. Par un choix radical, il rappelle à chacun que la souveraineté ne se mendie pas. Elle s'arrache en affirmant ses règles, ses valeurs, ses priorités face à l'ordre établi.
Ce geste fait écho au mouvement de décolonisation du XXe siècle, lorsque des peuples entiers ont décidé de reprendre en main leur destin, malgré les obstacles. Ce pari, aussi périlleux soit-il, dépasse largement ses frontières. Il résonne comme un appel lancé à toute l'Afrique, à tous ceux qui rêvent d'une dignité économique. Refuser la soumission, c'est accepter la tempête, braver l'incertitude, défier les regards sceptiques. Mais c'est surtout ouvrir une brèche pour chaque peuple oublié, chaque jeune qui refuse la fatalité qu'on lui impose. L'exemple du Burkina Faso pourrait inspirer d'autres régions du monde, comme l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique centrale, à repenser leurs propres relations commerciales. Devant l'inconnu, deux routes se dessinent. L'inaction et l'indifférence effacent les peuples. Mais chaque personne qui relaie cette histoire, chaque débat, chaque mot, éclaire un peu plus la route du changement. La transformation commence par une prise de conscience collective, puis par de petits gestes quotidiens. Consommer local, soutenir les entreprises nationales, exiger des comptes des décideurs. La transformation ne s'impose pas par décret. Elle se forge, étape après étape, souvent dans la douleur et le doute. Sans ces élans de courage, le statu quo prospère. Dire non à la résignation, c'est refuser d'abandonner son rêve de justice, même lorsque tout paraît perdu. L'histoire du Burkina Faso est la preuve vivante que l'audace peut, un jour, renverser les montagnes. Aujourd'hui, le Burkina Faso a choisi la dignité, malgré l'isolement, malgré l'inconfort. Et si ce geste n'était que le premier d'une longue série? Et si une nation pouvait inspirer des millions d'autres à choisir la souveraineté, à imposer de nouvelles règles? C'est à vous de choisir votre rôle. Rester spectateur ou devenir acteur de cette nouvelle histoire africaine. Chaque prise de position compte. Partagez cette histoire, faites-la vivre autour de vous. Refusez l'indifférence. Car la justice ne se conquiert jamais seule. C'est collectivement, pas à pas, que s'écrit la suite.